dans le paisible village de Gokula, où le son des tambours résonnait dans les collines et où l'odeur du maïs grillé emplissait l'air, l'amour s'épanouissait autrefois si magnifiquement qu'il faisait sourire les anciens. Saïda était le cœur de ce village. Sa beauté allait au-delà de sa peau éclatante et de ses yeux pétillants. C'était dans sa façon de traiter les gens. Elle donnait son dernier repas à un enfant affamé et s'asseyait aux côtés des aînés pour les écouter. Tout le monde la respectait et l'aimait. Lui n'était pas riche. Il vendait des tissus au marché, travaillant chaque jour sous le soleil brûlant, rêvant d'une vie meilleure. Mais en regardant Saïda, il voyait son avenir, empli de paix, de rire et d'un foyer. Il n'avait ni or ni terre, mais il était loyal, bienveillant et avait un cœur rempli de rêves. C'était suffisant pour Saïda. Elle ne voulait pas de richesse. Elle désirait le véritable amour. Et en lui, elle l'a trouvé. Ils se sont mariés sous le manguier au bord de la rivière, entourés de villageois dansant, lançant des pétales et chantant des louanges. Ils s'installèrent dans une petite hutte en terre, sans charme particulier, mais dont chaque recoin résonnait de joie. Lui rentrait du marché avec de petites surprises, des bananes mûres, des tissus colorés ou un bracelet sculpté. Et Saïda préparait son ragoût d'igname préféré et lui chantait des chansons sous les étoiles. Ils riaient jusqu'à minuit et pleuraient parfois dans les bras l'un de l'autre quand les choses allaient mal. Leur amour était pur. Ils faisaient croire aux autres. Même le guerrier le plus coriace du village a dit un jour, « Si jamais je rencontre une femme comme Saïda, j'abandonnerai mon épée. » On disait que leur amour était à l'origine des légendes. Les enfants les regardaient et disaient, « Voilà le genre d'amour que je veux. » Les anciens disaient souvent aux plus jeunes que si l'amour avait un visage, il ressemblerait à Saïda et lui. Mais nul ne savait que le temps, avec ses pas silencieux, mettrait cet amour à l'épreuve de la plus douloureuse des manières. Et lorsque l'avidité et la tentation s'infiltreraient à Gokula, les tambours cesseraient de résonner et le village ne serait plus jamais le même. Quand lui partit pour la ville de Mwanda, il embrassa Saïda sur le front et promit de revenir bientôt. Il emporta ses humbles rouleaux de tissu, ceux-là même qu'il vendait depuis des années, et partit l'espoir au visage. Les semaines passèrent sans nouvelles. Puis, juste au moment où Saïda commençait à s'inquiéter, il revint, mais pas tel qu'il était parti. Celui était différent. Il arriva à Gokula dans une grande calèche, le cou lourd de chaînes d'or qui scintillaient au soleil. Il portait de riches robes brodées de fils étrangers, exhalant des parfums dont Saïda n'avait jamais entendu parler. Derrière lui, des serviteurs portaient des paniers remplis d'épices importées, de tissus de soie et de chaussures de cuir. Les villageois le regardaient, certains émerveillés, d'autres incrédules. Des murmures emplissaient l'air. Lui est devenu riche, disait-il. Les enfants couraient derrière sa calèche en chantant son nom, tandis que les anciens hochaient la tête avec une inquiétude discrète. Au début, Saïda sourit. Elle était fière de son mari, mais lorsqu'elle courut le prendre dans ses bras, il la regarda à peine. Son regard glissa sur elle, comme si elle était une étrangère. Ce soir-là, il ne mangea pas sa cuisine. Il demanda à la servante de préparer un autre repas, plus adapté à ses nouveaux goûts. Les jours devinrent des semaines, et la chaleur de leur petite maison se transforma en froid à l'intérieur du manoir. Saïda regrettait l'époque où il s'asseyait par terre, partageant des ignames rôtis, riant de rien. Maintenant, lui était assis à la longue table, habillé comme un roi, et lui parlait de moins en moins. Il commença à sortir tard, à assister à des réunions et des festins en ville, entouré de gens qu'elle ne connaissait pas. Son sourire s'effaça, réservé désormais aux inconnus et aux miroirs. Un soir, alors que Saïda lui touchait doucement la main, cherchant l'homme qu'elle avait épousé, il s'écarta. « Tu as changé, lui, » murmura-t-elle, son regard scrutant son visage. Il la regarda sans émotion et répondit, « J'ai grandi, Saïda, peut-être que tu devrais aussi. » Cette phrase était plus tranchante qu'un couteau. Saïda était assise dans leur manoir, entourée de luxe, mais se sentant plus pauvre que jamais. L'amour qui les avait autrefois enrichis avait disparu, remplacé par la fierté et la distance. Elle contempla les murs peints d'or et se demanda quel prix ils avaient payé pour cette nouvelle vie,
car ce qu'ils avaient perdu ne pouvait être racheté par aucune fortune. Ximena arriva comme un vent que personne n'avait vu venir. Elle était grande, gracieuse, et marchait comme une reine, ses vêtements flottant toujours comme l'eau d'une rivière, et son parfum flottait longtemps après sa disparition. Sa peau brillait comme du bronze poli, et ses yeux, profonds, sombres et puissants, semblaient détenir des secrets venus d'un autre monde. On murmurait qu'elle venait de la ville, ou peut-être même d'au-delà des frontières de leur pays. Personne ne le savait vraiment, et elle ne parlait pas beaucoup. Mais quand elle parlait, même les hommes les plus bruyants se taisaient. Louis ne faisait pas exception. L'homme qui chantait autrefois pour Saïda sous les étoiles suivait désormais Ximena comme un enfant perdu poursuivant une flamme. Elle ne demandait pas son attention, elle la commandait. Un seul regard et Louis oubliait tout. Le marché où il avait lutté, la cabane où il avait bâti ses rêves avec Saïda, les promesses qu'il avait faites d'une main tremblante. Il commença à disparaître pendant des heures, puis des jours. Saïda se réveillait seule, les draps froids à côté d'elle. Elle attendait près de la fenêtre, comme elle attendait son retour du marché, mais maintenant il revenait, l'odeur d'un parfum étranger, le regard lointain, la voix aiguë. Quand Saïda trouva enfin le courage de parler, sa voix se brisa comme des feuilles mortes. « Louis, où vas-tu? Qui est-elle pour toi ?» Et Louis, celui-là même qu'il appelait autrefois son battement de cœur, explosa. « Tu me retiens » hurla-t-il, le regard hagard, empli d'une lueur que Saïda ne reconnut pas. « Ximena me comprend, elle est tout ce que tu n'es pas. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Sa poitrine se serra et ses genoux cédèrent tandis qu'elle restait assise en silence, fixant l'homme qui vénérait autrefois la terre qu'elle foulait. Les villageois commencèrent à chuchoter. Ils avaient toujours admiré l'amour de Louis et Saïda, mais maintenant, ils secouaient la tête, incrédules. Comment avait-il pu oublier Saïda? Ximena lui avait jeté un sort, ce n'était plus le Louis que nous connaissions. Mais les ragots n'avaient aucune importance pour Saïda. Son monde se brisait doucement, morceau par morceau. Elle n'attendait plus à la fenêtre. Elle se dirigea plutôt vers le baobab à l'orée du village, l'arbre où Louis avait autrefois gravé leurs initiales, leur promettant un amour éternel. À présent, à l'ombre, Saïda était assise seule. Elle ne pleurait pas fort, ses larmes étaient silencieuses, tombant comme une pluie douce sur la terre sèche. Le vent soufflait dans les feuilles au-dessus d'elle, comme pour lui murmurer un réconfort qu'elle seule pouvait entendre. Et tandis que Louis poursuivait la tempête qu'était Ximena, Saïda s'accrochait à ses souvenirs, souhaitant, espérant, mais sachant au fond d'elle-même que l'homme qu'elle aimait n'était plus le sien. C'était un lundi matin calme à Gokula, de ces matins où les coqs chantent et où les enfants poursuivent les chèvres sur le chemin. Mais cette paix fut brisée par les cris provenant de la grande demeure au centre du village. Les villageois se rassemblèrent à un, attirés par le tumulte, pour assister à une scène inoubliable. Louis se tenait à l'entrée de sa maison, le visage tordu de rage, et devant lui se tenait Saïda, pieds nus, les yeux écarquillés de douleur, les mains tremblantes. « Tu es stérile » cria-t-il, sa voix résonnant sur la place du village. « J'ai besoin d'une femme qui puisse me donner des héritiers. » Les mots transpercèrent l'air comme un couteau tranchant. Saïda se figea. Le même homme qui la tenait autrefois comme la chose la plus précieuse au monde la jetait maintenant à la rue, comme si elle ne valait rien. Les villageois haltèrent, certains se détournèrent, trop honteux pour regarder. D'autres la fixèrent, choqués par la cruauté qu'ils n'auraient jamais imaginée de la part de Louis. Il ne lui a pas seulement demandé de partir, il l'a privé de sa dignité en public. Aucune explication, aucune pitié, juste des mots froids et une porte claquée derrière elle. Saïda ne s'est pas débattue, elle n'a pas crié ni juré. Elle prit simplement le petit sac en tissu qui contenait ses seules affaires, quelques herbes séchées, un peigne et une vieille photo d'eux souriant sous le baobab. La poussière sous ses pieds et les larmes aux yeux, elle refusa de les laisser couler. Elle quitta non seulement le manoir, mais aussi la vie qu'elle avait construite pierre après pierre avec amour. 3 semaines passèrent, et tandis que Saïda s'installait tranquillement dans la hutte d'une veuve à l'extrémité de Gokula, Louis célébrait. Les trompettes retentissaient,
Les danseurs envahissaient les rues et la nourriture coulait des plateaux dorés. Louis et Ximena se mariaient lors du plus grand mariage que le village ait jamais connu. C'était une démonstration de richesse plus que d'amour, avec ruban de soie, robe ornée de joyaux et invités venus de contrées lointaines. Certains applaudissaient, d'autres souriaient, mais au fond d'eux-mêmes, de nombreux villageois ressentaient un malaise. La célébration semblait trop bruyante, trop forcée. Quelque chose clochait. Il se souvenait du regard doux et du cœur bienveillant de Saïda, et il ne pouvait oublier comment elle avait été jetée comme un vieux panier. Pourtant, personne ne parlait. La peur et leur tenait les bouches closes. Louis, désormais époux de la mystérieuse Ximena, croyait avoir gagné, troquant l'amour contre la beauté, la gentillesse contre le pouvoir. Mais, debout aux côtés de sa nouvelle épouse, baigné d'applaudissements, il ne remarqua ni la froideur de son sourire ni la tempête qui se préparait silencieusement dans l'ombre qu'il avait laissée derrière lui. Après cette journée déchirante, Saïda disparut tout simplement. Un instant, elle était une femme brisée quittant tout ce qu'elle avait connu, et l'instant d'après, elle avait disparu. Elle disparut comme une brume au soleil matinal. Personne ne la vit faire ses bagages, ni monter à bord d'une charrette ou d'un bateau. Un jour passa, puis un autre, et toujours rien. Les villageois chuchotaient derrière des portes closes. Certains affirmaient l'avoir vue marcher près de la rivière Calambeau, où les eaux coulaient avec force et violence. Ils disaient qu'elle se tenait au bord, le regard plongé dans le courant impétueux, le visage calme, presque paisible. D'autres racontaient qu'elle avait été vue dans la forêt, parlant à un vieil herboriste, cueillant des racines et des herbes rares, ses yeux brillant d'une lueur inexplicable. Mais au fil des jours et des semaines, les histoires changèrent. Un matin, quelqu'un murmura, peut-être a-t-elle sauté dans la rivière, peut-être a-t-elle disparu. L'idée se répandit comme une traînée de poudre. Certains hochèrent la tête avec tristesse, d'autres avec culpabilité, se souvenant de leur silence lorsqu'elle fut humiliée. Pourtant, quelques-uns juraient ne pas y croire. Saïda était forte, disait-on. Elle n'abandonnerait jamais comme ça. Mais il n'y avait aucune preuve, aucune lettre, aucun corps, aucun adieu. Et ainsi le silence engloutit son nom. Son histoire s'effaça comme de l'encre. Les enfants qui autrefois couraient vers elle pour des bonbons ne connaissaient plus son nom que par des conversations à voix basse. Son ancienne demeure devint un abri poussiéreux. Le baobab où Louis avait juré un amour éternel se tut, ses initiales gravées s'effaçant lentement sous le vent et la pluie. Louis ne parla plus jamais d'elle. Ximena, désormais reine de sa nouvelle vie, s'assura que le souvenir de Saïda soit effacé. Toute trace d'elle avait disparu du manoir, son rire, sa cuisine, ses prières. C'était comme si Saïda n'avait jamais existé, mais l'air de Gokula était différent, le vent ne dansait plus de la même manière. Certains anciens racontaient que, lorsque la lune était pleine et que le niveau de la rivière montait, ils entendaient le chant d'une femme flotter dans la nuit, doux, fort, envoûtant, une berceuse de douleur et de puissance. Pourtant, personne n'osait prononcer son nom à voix haute, car parfois le silence d'une femme disparue n'est pas synonyme de faiblesse, parfois c'est le calme avant la tempête. Ximena, qui autrefois traversait Gokula telle une reine vêtue de soie, commençait peu à peu à révéler son vrai visage. Tout commença par des murmures, des domestiques se plaignant de ne pas avoir été payés, des marchands affirmant que les chèques de Louis étaient sans provision, mais Louis, aveuglé par la luxure et l'orgueil, ignora tout cela. Il croyait avoir trouvé la femme parfaite, celle qui lui apporterait succès et luxe. Mais derrière ce beau visage se cachait un esprit aussi vif que la lame d'un chasseur. Ximena avait un plan, et celui-ci n'incluait pas la loyauté. Petit à petit, elle vendit les commerces de Louis, d'abord l'épicier, puis l'entrepôt de tissus. Elle lui dit que c'était de mauvais investissements et lui promit qu'ils en achèteraient de meilleurs. Louis hocha la tête, trop distrait par ses douces paroles et son affection feinte. Puis vint la nuit, tout changea. De retour chez lui après une transaction ratée, Louis trouva le silence résonnant dans la majestueuse demeure. Pas de domestique, pas de Ximena, pas de rire, pas de lumière. Les portes étaient ouvertes, les armoires vides, son coffre-fort entr'ouverte, son or, ses bagues, ses papiers,
tout avait disparu. Ses mains tremblaient tandis qu'il traversait chaque pièce en titubant. Rien. Même la photo de mariage manquait au mur. Quelques heures plus tard, un messager fatigué de Mwanda arriva à cheval. Il a porté le coup fatal. Ximena est une imposture, a déclaré l'homme. Elle a déjà commis ce crime dans 4 autres villages. Elle épouse des hommes riches, les vide de leur argent et disparaît. Louis s'écroule, son monde s'écroule. Dans les semaines qui suivent, les dettes laissées par Ximena commencent à l'étouffer. Les créanciers frappaient à la porte, criaient dans les rues, réclamant leur argent. Les amis avec qui il avait partagé un verre traversèrent la rue pour l'éviter. Les anciens, qui avaient autrefois loué sa réussite, hochèrent maintenant la tête, déçus. Pour survivre, Louis fut contraint de vendre son manoir, celui-là même dont il avait chassé Saïda. Les grandes portes furent démontées, les sols en marbre nettoyés par de nouvelles mains. Et Louis, lui, n'avait nulle part où aller. Il s'installa dans une petite hutte en terre à la sortie du village. Sa calèche fut vendue pour une fraction de son prix. Chaque jour qui passait, sa fierté s'estompait. Il commença à tirer des charrettes au marché juste pour manger. Les enfants qui autrefois le saluaient le montraient maintenant du doigt et riaient. Et chaque fois qu'il passait devant le vieux baobab, il ressentait une douleur plus profonde que la faim, le fantôme d'une femme qu'il avait trahie, dont il n'avait jamais vraiment compris la force tranquille. Le village observait, certains avec pitié, d'autres avec un jugement silencieux. Le karma, disait-il, n'oublie pas. 5 ans s'étaient écoulés, et la plupart des habitants de Gokula avaient presque oublié la femme calme et douce qui marchait autrefois pieds nus, le cœur rempli d'amour. Mais par un après-midi ensoleillé, le village fut bouleversé par sa routine. Une file de véhicules noirs et élégants arriva, brillant comme des miroirs sous le soleil. Les enfants cessèrent de jouer. Les marchandes marquèrent une pause au milieu de leurs phrases. Même les anciens sortirent de leur hutte pour voir ce qui se passait. La portière du véhicule de tête s'ouvrit lentement et une femme gracieuse en sortit, vêtue d'une ample tenue africaine brodée de fils d'or. Sa présence était puissante, sa beauté rayonnait désormais de confiance, et son regard exprimait une sagesse plus profonde qu'auparavant. Au début, personne ne la reconnut. Mais soudain, quelqu'un haleta, haut et fort. C'est Sida. Un silence stupéfait s'ensuivit, puis les murmures se transformèrent en bavardage bruyant. Les mêmes villageois qui avaient détourné le regard lorsqu'elle avait été chassée la fixaient maintenant avec admiration. Elle était revenue, ni brisée, ni amère, mais épanouie. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sida était désormais PDG de Sida Foods International, un géant commercial connu dans tout le pays. Elle possédait des usines, employait des milliers de personnes et avait des contrats avec des pays étrangers. Mais elle n'était pas venue pour exhiber sa richesse. Elle s'est plutôt lancée dans la construction. En une semaine, une nouvelle école a été érigée, gratuite pour tous les enfants de Gokula. Puis vint un hôpital doté d'équipements modernes et de médecins qualifiés. Même le petit temple, où les villageois racontaient autrefois sa stérilité, reçut un don massif. Les mêmes anciens qui avaient assisté à son humiliation la louaient désormais à chaque rassemblement. Elle n'a pas simplement survécu, a dit l'un d'eux. Elle a pris son envol. Lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi elle était revenue dans le village qui avait autrefois brisé son esprit, Sida a simplement souri et a répondu « Mes racines sont ici, et j'ai quelque chose d'inachevé ». Elle n'a jamais prononcé un mot de vengeance. Sa grâce amplifiait le silence. Son succès était sa réponse. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas eu honte. Elle s'est simplement levée et a laissé le monde la regarder. Sa seule présence faisait trembler le sol sous les pieds de ceux qui lui avaient fait du tort. Lui, apprit la nouvelle en tirant sa charrette au marché. Ses mains se figèrent. Son cœur se serra. Il se précipita à travers la foule juste pour la voir de ses propres yeux. Et quand il le fit, il eut l'impression que le monde s'était retourné, car la femme qu'il avait rejetée comme si de rien n'était était devenue tout ce qu'il ne pourrait jamais être.
Le soleil était haut et doré le jour de l'inauguration de l'hôpital. Les villageois étaient rassemblés par centaines, vêtus de leurs plus beaux habits. Les tambours jouaient et l'atmosphère était animée par la fête et la curiosité. Au centre se dressait une grande scène, ornée de tissus colorés et d'une banderole sur laquelle était inscrit « Centre DE Santé Sida pour les populations DE Gokula ». Sida monta sur scène avec la même grâce et la même assurance qu'à son retour. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent. À côté d'elle se tenait un grand et beau jeune homme, vêtu d'une robe d'avocat impeccable. Sa posture était ferme, son regard perçant, et sa ressemblance avec Sida était indéniable. Des murmures parcoururent la foule, chacun cherchant à deviner qui il était. Puis, Sida leva la main et parla au micro, d'une voix calme mais ferme. « Avant de commencer cette célébration, dit-elle, il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter. » Elle se tourna vers le jeune homme et posa doucement une main sur son épaule. « Voici mon fils. Il s'appelle Kamba, il est né 3 mois après mon expulsion de chez moi. » La foule se tut. On aurait dit une mouche volée. Puis les halètements retentirent, aigus, bruyants, choqués, les visages se tournèrent, les bouches ouvertes. Les mêmes villageois qui l'avaient vu partir, honteux, restèrent figés, incrédules. « Mais Louis a dit que tu étais stérile. » cria quelqu'un dans la foule. Sida ne broncha pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle tourna simplement son visage vers la foule, l'air glacial. Il n'attendit jamais assez longtemps pour le savoir. Louis, qui observait depuis le fond, sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les mots frappèrent comme un orage. Ses jambes s'affaiblirent, sa tête tourna, ses mensonges étaient désormais exposés aux yeux de tous. Kamba s'avança alors, la voix posée et emplie d'une puissance tranquille. « J'ai été élevé dans la force, non dans l'amertume, » dit-il en regardant la foule. « Mais maintenant, la vérité doit être connue. Ma mère n'a pas perdu. Elle a été renversée. Et elle s'est relevée. Elle n'est pas revenue pour se vanter. Elle revint pour soigner l'endroit même qui l'avait autrefois blessée. » Les gens commencèrent à acquiescer, certains essuyant des larmes. D'autres baissèrent les yeux, honteux. Sida se tenait silencieuse aux côtés de son fils, ses yeux s'attardant sur des histoires de douleur, de survie et de victoire. Et à cet instant, son silence en disait plus que les mots. Ce n'était plus seulement l'ouverture d'un hôpital. Ce fut le jour où Gokula vit la vérité éclater comme le lever du soleil après une longue nuit, le jour où la force cachée de Sida fut révélée au monde, et le jour où Louis réalisa ce qu'il avait vraiment perdu. Louis se tenait caché derrière un arbre, les yeux emplis d'incrédulité, tandis qu'il regardait les habitants de Gokula célébrer le succès de Sida. Son cœur se serra en voyant la joie sur leurs visages, le respect qu'ils lui portaient désormais, ces mêmes personnes qui autrefois murmuraient dans son dos, riaient de son humiliation. Il n'avait jamais imaginé que tel serait son destin. Il l'avait imaginée comme une femme brisée, abandonnée. Mais maintenant, elle était là, debout, puissante et respectée de tous. Les vêtements de Louis étaient en lambeaux, son visage mal rasé, sa posture autrefois fière s'affaissait sous l'effet de la défaite. La maison qu'il avait possédée avait été vendue pour rembourser ses dettes croissantes, et il errait désormais dans les rues, sans toit, sans argent, avec pour seul bagage les ruines de ses propres choix. Il avait misé son amour, sa famille et son avenir sur son désir pour Ximena, et il n'avait plus rien à montrer. Les rues étaient plus froides que jamais. Il regardait Sida, entouré des villageois, partager repas et rire. Le poids de ses propres actes s'abattit sur lui comme un raz-de-marée. Il l'avait trahi, humilié, et maintenant elle s'épanouissait sans lui. À cet instant, il réalisa combien il avait été stupide et égoïste. Prenant une profonde inspiration, Louis s'avança vers elle, les pieds lourds sur terre. Son cœur battait fort et ses mains tremblaient tandis qu'il s'approchait d'elle, humilié par la réalité de sa propre chute. Il se tenait devant elle, les yeux emplis de regret, la voix tremblante. « Sida, s'il te plaît, pardonne-moi, juste un peu de nourriture. » Sida ne parut pas surprise. Elle l'avait vu approcher, savait qu'il finirait par venir,
mais son visage était dénué de colère. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, juste un calme mesuré et mesuré. Elle lui tendit une assiette chaude de riz jollof, le plat même qu'il appréciait lorsque tout était simple et plein d'amour. L'odeur des aliments se mêla à l'air frais, et pendant un instant, le monde sembla ralentir. « Mange, Louis, c'est tout ce qu'il me reste, dit-elle doucement, d'une voix non pas froide mais distante. Louis lui prit l'assiette des mains, les doigts tremblants. Il pouvait à peine la tenir, les yeux fixés sur la nourriture, les larmes lui montant aux yeux, sa poitrine se soulevant de sanglots discrets. Il avait tout perdu, sa fortune, sa fierté et, plus douloureux encore, l'amour de la femme qu'il avait soutenue tout au long de cette épreuve. « J'étais aveugle », murmura-t-il d'une voix à peine audible. Sida le regarda, le regard calme et inébranlable. « Non, » répondit-elle doucement, « on voit exactement ce qu'on veut, et on rate ce qu'il faut. » Ces paroles le frappèrent comme une gifle. Il avait vu le monde à travers ses propres désirs, son propre ego, et ce faisant, il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Assis là, l'assiette de riz à la main, il réalisa que ce n'était pas seulement de la nourriture dont il avait envie, mais un pardon qu'il ne méritait pas. Mais même dans sa plus profonde honte, la gentillesse de Sida ne faiblit jamais. Alors que Sida se détournait d'un pas assuré et résolu, les genoux de Louis cédèrent et il s'effondra au sol. Le poids de ses regrets l'écrasa et, pour la première fois depuis des années, il comprit la gravité de ses erreurs. Ses mains tremblaient tandis qu'il les pressait contre le sol, comme s'il tentait de s'ancrer dans la réalité qu'il avait créée. Mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait échapper à la vérité. La vie qu'il avait bâtie sur le mensonge, la luxure et l'orgueil s'étaient effondrés, et maintenant, la femme qu'il avait trahie se tenait au-dessus de lui, intacte, inébranlée et hors d'atteinte. Louis aurait voulu l'appeler, la supplier de lui donner une autre chance, mais les mots ne venaient pas. Il avait déjà dit tout ce qu'il fallait dire par ses actes, et maintenant, le silence de Sida était la leçon la plus forte de toutes. Elle ne se retourna pas, inutile de le faire, elle lui avait déjà pardonné. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle avait appris à surmonter la douleur, et qu'elle ne laisserait plus sa souffrance la retenir. Son silence était l'ultime reproche, un rappel que certaines choses, une fois perdues, ne peuvent jamais être retrouvées. Tandis que Sida s'éloignait, les villageois commencèrent à chuchoter. Son histoire serait racontée pendant des générations. La femme rejetée, humiliée et abandonnée était revenue plus forte que jamais. Elle avait bâti un empire, un héritage et un avenir. Ceux-là même qui avaient douté d'elle, qui lui avaient tourné le dos, prononçaient désormais son nom avec respect et admiration. Elle avait accompli ce que personne d'autre n'avait pu faire, elle avait transformé sa douleur en pouvoir et, ce faisant, elle avait dépassé ceux-là même qui la méprisaient autrefois. La morale de son histoire était claire, et elle résonnait dans le village comme une cloche qui ne cesserait jamais de sonner, ne trahirait jamais l'or pour des paillettes. Un jour, les paillettes s'estomperont et l'or brillera aux yeux du monde. Sida avait toujours été l'or. Si Louis avait recherché la beauté éphémère des paillettes, c'était la force, la résilience et l'intégrité de Sida qui l'avaient véritablement fait briller. Désormais, son esprit doré était un phare pour tous ceux qui avaient la sagesse de le voir. Louis, toujours agenouillé, se retrouva seul face à ses rêves brisés. L'éclat de son passé s'était estompé, et il ne lui restait plus que le vide où vivaient autrefois son ego et ses désirs. À cet instant, il comprit le prix de ses choix, mais il était trop tard. Sida avait déjà remporté sa victoire, non pas celle de la richesse ou du pouvoir, mais celle de quelque chose de bien plus précieux, le respect de soi, la dignité et la capacité de se relever après la chute. Si vous avez ressenti la puissance du parcours de Sida, si vous avez déjà été inspiré par la façon dont quelqu'un peut renaître des cendres de la trahison et construire quelque chose de plus grand que jamais, alors ne laissez pas cette histoire s'effacer. Partagez ce message puissant avec vos amis et vos proches. Qu'ils comprennent que, quelle que soit l'intensité de la douleur ou la noirceur de la trahison, il y a toujours un moyen de se relever, de se reconstruire et de briller. Tout comme Sida, nous avons tous en nous la force de surmonter les épreuves les plus difficiles de la vie. Et lorsque nous y parvenons, ce n'est pas seulement grâce à nos accomplissements,
mais aussi grâce aux leçons que nous gardons en nous, aux personnes que nous aidons et à l'héritage que nous laissons derrière nous. Alors, si vous croyez au pouvoir de la résilience, à la beauté de la rédemption et à la force intérieure, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette histoire et de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres récits puissants et touchants. Votre soutien contribue à perpétuer ces histoires et à inspirer ceux qui en ont besoin. Merci de votre attention, merci de participer à ce voyage, et n'oubliez jamais, n'abandonnez jamais vos rêves, car les plus grandes victoires naissent souvent des luttes les plus acharnées.